Bonjour chers étudiants, je reviens vers vous aujourd'hui pour poursuivre le cours de chimie en solution. Ce cours se décline en 4 grands chapitres. Les réactions acido-basiques et les réactions de complexation que vous avez poursuivies en cours, en présentiel. La semaine dernière, nous avons traité les réactions de précipitation. Aujourd'hui, nous allons traiter les réactions d'oxydoréduction. Ainsi, nous allons adopter le programme suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par une définition, puis nous allons décrire les différents types de réactions et nous allons caractériser ces réactions d'oxydoréduction qui va nous permettre de donner une échelle de Nernst. Nous allons étudier également l'effet du pH et nous allons terminer par une application, les piles électrochimiques, dit généralement dans le langage commun pile. Bien, alors, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Une réaction d'oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons, c'est-à-dire un électron est passé d'un composé vers un autre. Par rapport aux réactions acido-basiques, nous allons changer de nomenclature. La forme susceptible de fixer les électrons est appelée oxydant, elle va subir une réduction. Par contre, la forme susceptible de céder des électrons est appelée forme réduite ou bien réducteur, elle subit une oxydation. Ainsi, nous avons formé un couple OX-RED. La difficulté, ce serait de voir est-ce que ce couple est un couple OX-RED ou bien un couple acido-basique. Alors, comment différencier entre un couple OX-RED et un couple acido-basique? On fera appel au nombre d'oxydation ou bien au degré d'oxydation. Alors, qu'est-ce qu'un degré d'oxydation? Un degré d'oxydation, vous l'avez vu autrement en atomistique lors du premier semestre, où vous avez défini la valence. Donc, le degré d'oxydation, c'est le nombre d'électrons que peut échanger un atome. Alors, dans le cas d'un couple OX-RED, un atome entre la partie acide et la partie basique ne va pas changer de degré d'oxydation. Par contre, pour un couple OX-RED, cet élément va changer de degré d'oxydation. Pour un cours simple, qui n'a rien échangé, le degré d'oxydation sera égal à 0. Pour un ion simple, le degré d'oxydation sera égal à la charge. Par exemple, l'ion Cu2+ aura perdu 2 électrons, donc il aura une charge plus 2. Une molécule, son degré d'oxydation sera égal à 0. La somme des degrés d'oxydation de tous les éléments sera égale à 0. Une molécule chargée, la somme des degrés d'oxydation de ces atomes sera égale à la charge. Maintenant, il y a deux exceptions. L'oxygène, qui généralement, ce degré d'oxydation ne change pas, est égal à -2. Comme vous savez, la couche externe, électronique externe de l'oxygène contient 6 électrons. Donc, pour répondre à la règle de l'octet, il va gagner 2 électrons. Donc, il aura généralement une charge de -2, sauf quand il est dans les liaisons de peroxyde, c'est-à-dire avec H2O2, ou bien Na2O2, ou bien K2O2. Il y a aussi la deuxième exception, qui est l'hydrogène, dont son degré d'oxydation sera toujours égal à +1, uniquement lorsqu'il sera dans les hydrures, il sera égal à -1, donc dans le cas de CaH2 ou bien NaH. Alors prenons un exemple pour mieux comprendre ce degré d'oxydation. Nous allons nous intéresser à l'ion sulfure S2-. L'ion sulfure S2-, lorsqu'il est en couple avec H2S, il sera une base, car son degré d'oxydation dans H2S sera égal à -2. En effet, 2 fois 1, qui est l'hydrogène, plus X est égal à 0. Donc X est égal à -2. Et pour S2, c'est la charge égale à -2. Donc entre la forme basique et la forme acide, le degré d'oxydation n'a pas changé, il est égal à -2. Par contre, quand les sulfures seront en présence de soufre, le degré d'oxydation va changer. Il va passer de 0 pour le soufre à -2 dans le cas des sulfures. Donc ce sera un couple
oxyde. Bien, alors maintenant que nous avons vu que la réaction d'oxydation était un transfert de charge, nous allons voir quelles sont ces réactions. Alors, il y a 3 types de réactions qui sont généralement étudiées dans l'oxydoréduction. Il y a ce qu'on appelle l'électrode métallique, c'est-à-dire un métal qui plonge dans une solution contenant un sel métallique, tel que Ci2 plus Cu, Ni2 plus Ni. En général, vous avez Mn plus N électrons qui donne M. Vous avez également ce qu'on appelle l'électrode à gaz, c'est-à-dire un gaz peu soluble qui barbote dans une solution contenant un césium. Mais dans ce cas-là, si vous faites barboter par exemple de l'hydrogène dans l'eau, il n'y aura pas de réaction d'oxydoréduction. Il faut absolument un métal support qui puisse assurer le transfert d'électrons, car l'électron ne peut exister ni en solution ni dans une phase gaz, mais il doit exister à la surface d'un métal. Alors prenons la réduction de l'eau au milieu acide, elle s'écrira 2H plus 2 électrons qui donne H2, ou bien l'oxydation de l'eau au milieu acide qui s'écrira 2H2O qui donne O2 plus 4 électrons plus 4H+. Alors cette réaction d'oxydation de l'eau qui donne l'oxygène, c'est de là où vient le nom de oxydation. Alors la troisième réaction d'oxydoréduction qui est connue, c'est lorsque l'oxydant et le réducteur sont en phase liquide. On peut aussi avoir un transfert d'électrons, comme dans le cas de Fe3+, plus un électron qui donne Fe2-. Néanmoins, pour assurer le transfert d'électrons, il faut plonger un métal à la surface de laquelle il y aura l'électron. Alors bien sûr, ce métal qu'on va plonger dans la solution ne doit pas d'électrons. C'est pour ça qu'on choisit un métal très résistant. Donc, nous venons de voir les 3 réactions essentielles dans le cadre de l'oxydoréduction. Alors, ces réactions correspondent à des transferts d'électrons. Alors, comment caractériser ce transfert d'électrons? Je vais faire un parallèle entre votre cours d'électricité et ce cours d'oxydoréduction. C'est vrai, c'est un parallèle qui est un peu grossier, mais c'est pour la bonne cause, pour bien comprendre ce qui se passe. Dans le cadre d'un circuit électrique, lorsque vous appliquez une différence de potentiel entre un point A et un point B, vous constatez le passage d'un courant, par exemple dans le sens de B vers A, qui matérialise le passage des électrons de A vers B. Donc, une différence potentielle induit le passage d'électrons. Maintenant, si on fait le raisonnement inverse, puisque nous avons défini la réaction de réduction comme étant un transfert d'électrons, donc s'il y a transfert d'électrons, donc on pourra mesurer une différence de potentiel entre un oxydant et un réducteur. Donc cette réaction d'oxydoréduction sera caractérisée par une différence de potentiel. Alors dans ce cas-là, les chimistes font un petit abus de langage. Cette différence de potentiel est appelée potentiel d'électrons. Et quand il s'agit d'un oxydant et d'un réducteur, tous les deux en contact, ce potentiel devient potentiel d'équilibre. Et il est défini par la loi de Nernst, E équilibre égale une constante plus RT sur NF log nipérien de la concentration de l'oxydant à l'équilibre sur la concentration du réducteur à l'équilibre. Alors, ce facteur RT sur F est égal à 0,06. En effet, F étant le Faraday, 96 500 coulombs, R étant la constante des gaz parfait, 832 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. La température dans ce cours est fixée à 298 K. Donc, ce facteur RT sur F, puisque les chimistes utilisent des concentrations très faibles, il est plus intéressant d'utiliser le logarithme décimal. Donc, nous allons multiplier par log de 10 pour donner ce facteur 0,06. Alors, la constante que nous avons définie est une constante qui sera déterminée par Nernst pour des concentrations
en oxydant et en réducteur qui sont égales à 1 mol par litre. Et donc cette constante sera appelée potentiel standard. Sera stop. نسيتو بلاتي دابا مشى لي هذاك كنت غادي مزيان ياك عرفتي بيه بس نكملوا هذا الضرب ونكملوا ديك الساعه قدا بيان الو غنرجع شويه باللور خرجي باللور رجع صافي نقول لك بدا صافي. Alors la constante dans l'équation de Nernst a été définie pour des concentrations en oxydant et en réducteur égales à 1 mol par litre. Et elle est appelée potentiel standard caractéristique du couple oxalate. Ainsi, l'équation de Nernst va s'écrire E équilibre qui est égal à E0 potentiel standard plus 0,06 sur n, le nombre d'électrons, log décimal de la concentration de l'oxydant à l'équilibre sur la concentration du réducteur à l'équilibre. Donc, chaque réaction d'oxydoréduction sera caractérisée par un potentiel d'électrons. La démonstration de cette équation de Nernst sera faite dans le cours de S3 de chimie des électrolytes. Néanmoins, nous allons montrer comment Nernst a pu déterminer ce potentiel standard. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut un voltmètre, un appareil de mesure pour mesurer une différence potentielle, et une référence. Alors, la référence a été choisie sur le plan international comme étant l'électrode à hydrogène. L'électrode à hydrogène qui plonge dans un milieu acide à pH égale 0, à pression égale 1 atmosphère et à température égale 25 degrés C, c'est-à-dire 298 Kelvin, a été prise comme référence et donc son potentiel standard a été pris égal à 0. Donc Nernst a relié cet électrode à un ensemble de couples oxalate en prenant la concentration de l'oxydant ou bien du réducteur est égale à 1 mol par litre. Ainsi, il a pu mesurer directement le potentiel standard. Cette mesure des différents couples du potentiel standard lui a permis de définir une échelle où il a classé l'ensemble des couples. Ainsi, on remarque que le couple fluorure-fluor a un potentiel de plus de 87. C'est le potentiel le plus élevé. Par contre, le potentiel le plus bas est donné par le couple Na plus Na. Alors, comment lire cette échelle-là? L'oxydant le plus fort est situé en haut, et donc sur la flèche ascendante nous donne la force croissante des oxydants. Par contre, sur le côté droit, la flèche descendante nous donne la force croissante des réducteurs. Ainsi, le réducteur le plus fort, c'est les fluors, et le réducteur le plus fort, c'est le sodium. Alors, deuxième lecture de cette échelle, elle nous permet de prévoir les réactions. Ainsi, un oxydant qui se situe à gauche ne peut réagir qu'avec des réducteurs situés à droite. Cela est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut que le réducteur soit plus fort que son réducteur conjugué, c'est-à-dire ayant un potentiel plus faible que son réducteur conjugué. Prenons un exemple. Ainsi, l'ion permanganate MnO4- ne pourra jamais réagir avec l'ion fluorure parce qu'il est situé en dessus dans l'échelle des potentiels standards. Par contre, il peut réagir avec Fe2+, qui est situé plus bas. Maintenant, s'il y a deux réducteurs, l'oxydant va d'abord réagir avec le réducteur le plus fort, puis le moins fort. Maintenant, il faut faire attention parce que nous travaillons dans des conditions particulières. Nous travaillons dans des conditions de température à 298 degrés Kelvin et à pH égale 0. Donc cette échelle est donnée
à pH égale 0. Maintenant, si vous avez une solution où le pH va varier, il faut tenir compte de l'évolution du pH. Prenons par exemple le couple que nous avons tout à l'heure cité, permanganate Mn2+. On voit que la réaction d'équilibre s'écrit ainsi. MnO4- plus 5 électrons plus 8H3+, qui est en équilibre avec Mn2+, plus 12H2O. Nous pouvons écrire le potentiel d'équilibre par la loi de Nernst de cette réaction d'oxydoréduction. E équilibre sera égal au potentiel standard E0 de MnO4- Mn2+, plus 0,06 sur 5, divisé par le nombre d'électrons, logarithme décimal, des concentrations des oxydants en tenant compte du coefficient stéchiométrique pour l'ion H3+, divisé par le réducteur. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons l'ion H3O+, qu'on pourrait sortir, puisqu'en mathématiques, on sait que log de A fois B est égal à log de A plus log de B. Donc si on sort log de H+, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque maintenant qu'on a le potentiel standard moins un membre qui fait apparaître le pH, puisque log de H3+ égale à moins pH. Et si on multiplie 0,06 par 8 divisé par 5, on trouve un facteur 0,096. Et ainsi, nous avons une nouvelle donnée en fonction du pH, et donc il faut faire attention à cette évolution du pH. Regardons un peu la courbe. Si on fait varier le potentiel standard en fonction du pH, on voit qu'il varie linéairement avec une pente négative, donc il va diminuer. Et maintenant, ce potentiel standard sera appelé potentiel standard apparent, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'évolution du pH. Alors tout à l'heure, nous avons vu que l'ion permanganate, MnO4-, pouvait réagir avec effet de plus, mais nous avions fixé le pH à 0. Maintenant, si le pH évolue, est-ce que l'ion MnO4- va toujours réagir avec l'ion effet de plus? Regardons. Si on voit l'évolution du potentiel standard de effet de plus, on constate qu'il ne dépend pas du pH. Donc, la courbe descendante du MnO4- qui diminue en fonction du pH se croise avec la courbe, ou bien la droite du couple Fe3+, Fe2+, à un pH de 7,7. Donc, à un pH inférieur à 7,7, le couple MnO4- Mn2+, a un potentiel supérieur au couple Fe3+, Fe2+. Donc, l'ion permanganate peut réagir avec l'ion Fe2+. Par contre, si le pH est supérieur à 7,7, le couple Fe3+, Fe2+, a un potentiel standard supérieur au couple MnO4- Mn2+. Donc la réaction n'est plus possible. Ainsi, en électrochimie, généralement le pH est fixé à des pH acides, très acides, pour qu'on puisse utiliser l'électrode normale à hydrogène comme référence et discuter les réactions en fonction du potentiel standard de Nernst. Dans le cas où le pH varie, il faut faire attention, est-ce que le couple oxydo-réducteur contient un oxygène ou un hydrogène? Dans ce cas-là, il y aura intervention des ions H3+, et donc ce potentiel va varier en fonction du pH, et les réactions doivent être étudiées en fonction du pH. Alors, ces réactions d'oxydoréduction ont une application fondamentale qui est la pile électrochimique, ou bien, dans un langage courant, la pile. Alors, c'est quoi une pile? Une pile est un dispositif qui transforme une partie de l'énergie chimique venant d'une réaction d'oxydoréduction spontanée en énergie électrique. Vous avez vu en thermodynamique que l'énergie chimique pouvait également se transformer en énergie thermique. Là,
c'est l'énergie chimique, grâce à la réaction d'oxydoréduction, qui est transformée en énergie électrique. Alors, la pile, comment elle est constituée en général? Elle est constituée de 2 compartiments, chacun contenant un couple oxyrède. Bien sûr, chaque couple oxyrède aura un potentiel d'équilibre différent, E1 pour le compartiment 1 et E2 équilibre pour le compartiment 2. Donc voilà un dispositif d'une pile. Maintenant, comment fonctionne cette pile? Supposons que le potentiel d'équilibre du compartiment 1 est plus grand que celui du compartiment 2. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer un passage d'un courant du compartiment 1 vers le compartiment 2. Et comme on sait que le courant se déplace du pôle plus vers le pôle moins, le compartiment 1 deviendra chargé positivement et le compartiment 2 devra charger négativement. Dans ce cas-là, on va mesurer une différence de potentiel entre le compartiment 1 et le compartiment 2 qui est égale à E1 équilibre moins E2 équilibre. Cette différence potentielle est appelée force électromotrice. C'est l'énergie produite par la réaction d'oxydoréduction. Maintenant, au niveau des pôles, il n'y a plus d'équilibre. Dans le pôle plus, il y aura une réduction. Dans le pôle moins, il y aura une oxydation. Le pôle plus sera appelé une cathode et le pôle moins sera appelé une anode. Ainsi, dans le pôle plus, on aura OX1 plus N électrons qui donne RED1 et dans le pôle moins, on aura RED2, on aura OX2 plus N électrons, on aura RED2 qui va s'oxyder pour donner OX2 plus N électrons. Donc, dès qu'une pile fonctionne, il n'y a plus d'équilibre. Il y a une oxydation à l'anode, une réduction à la cathode, et ces 2 réactions-là vont produire une énergie électrique. Alors, faisons un petit peu d'histoire. La pile électrochimique, ou bien la pile, a été découverte par hasard par un biologiste, un savant italien qui s'appelait Galvani, dans les années 1750-1760. C'est un biologiste qui travaillait sur les réflexes de la grenouille et il a constaté qu'un muscle de la grenouille s'est contracté lorsque une patte était sur le cuivre et une patte était posée sur le zinc. Il en a conclu que c'était une électricité animale. C'est 30 ans plus tard qu'un autre savant italien, Volta, qui a défini ce phénomène de pile en disant non, c'est une énergie électrique qui provient de 2 réactions d'oxydoréduction, la réduction dans un pôle et l'oxydation dans un autre pôle. Mais celui qui a vraiment donné naissance à la première pile, c'est un savant anglais du nom de John Daniell qui a mis au point une pile avec le compartiment 1 qui contient du cuivre plongé dans du sulfate de cuivre avec 1 mol par litre et le compartiment 2 qui contient du zinc qui plonge dans une solution de sulfate de zinc de concentration 1 mol par litre. En reliant ces 2 compartiments par un fil en cuivre, il a constaté qu'il avait de l'énergie électrique, puisque le potentiel standard du cuivre était de 0,33, beaucoup plus grand que celui du zinc Zn2 plus Zn, qui est égal à moins 0,75. Donc, il y avait réduction au niveau du compartiment 1 et oxydation au niveau du compartiment 2. Donc, dans le compartiment 1, Cu2 plus d'électrons dans Cu, et dans le compartiment 2, Zn qui donne Zn de plus 2 électrons. Ce dispositif-là
a donné une force électromotrice qui est égale à E cathode moins E anode, qui est égale à 1,08 volts. C'était la première pile opérationnelle. Malheureusement, cette pile se déchargeait rapidement puisque nous avions une réduction des ions Cu2+, et donc une consommation rapide des ions Cu2+. Il fallait attendre encore 30 ans, jusqu'aux années 1800, pour voir la première pile qui a vraiment marché et qui a été très utilisée. C'est la pile qu'on appelle de style pile Leclanché. C'est un savant français. Alors c'est la pile que vous avez connue, que vous avez mis dans vos transistors, dans vos petits appareils. Cette pile, elle est composée d'une anode qui est la carcasse en zinc et d'une cathode qui est en oxyde de manganèse. Le zinc s'oxyde et c'est le manganèse, l'oxyde de manganèse, qui se réduit. Alors, aujourd'hui, ces piles commencent à être un peu dépassées et on utilise surtout des piles rechargeables. Alors, qu'est-ce qu'une pile rechargeable? C'est une pile dont les réactions peuvent être inversées. Il suffit d'imposer une différence de potentiel supérieure à la force électromotrice pour inverser les réactions. Alors, la première pile qui a été utilisée, dont on pouvait inverser les réactions, a été destinée à l'automobile. C'est la pile au plomb. C'est la pile constituée de sulfate de plomb, plomb, d'oxyde de plomb, plomb. Cette pile-là avait une différence potentielle de 2 volts. Elle était assez faible, elle ne pouvait pas faire démarrer la voiture. Donc, il y a eu une série de piles qui ont été mises en série. Et à ce moment-là, on est arrivé à 12 volts. C'est cela qui a donné le nom de batterie, un ensemble de piles. Donc maintenant, les piles rechargeables, on les appelle batteries. Maintenant, plus près de nous, vous utilisez des batteries dans votre portable. Ce sont des batteries lithium-ion. Elles sont constituées d'une cathode en oxyde de cobalt avec un peu de lithium et comme anode, une anode de graphite avec un électrolyte, c'est-à-dire une solution qui contient beaucoup de lithium. Alors l'optimisation de cette pile a permis à 3 chercheurs, un Américain, un Anglais et un Japonais, d'obtenir le prix Nobel de chimie en 2019. Néanmoins, il faudrait souligner que l'électrode en graphite a été découverte par un Marocain, un chercheur, M. Rachid Liazemi. Alors, maintenant, l'avenir des piles. L'avenir des piles, ce sont les piles à combustible. C'est-à-dire, le réducteur sera incombustible. Ce seront des piles moins polluantes, qui dureront plus longtemps et qui pourront être, disons, utilisées dans n'importe quel dispositif. Alors aujourd'hui, la pile la plus étudiée, c'est la pile à hydrogène. Vous avez l'hydrogène comme combustible, comme réducteur, il va s'oxyder pour donner l'ion H+, et comme oxydant, on aura de l'air, donc qui contient de l'oxygène, donc c'est l'oxygène qui va se réduire pour donner de l'eau. C'est la pile de l'avenir. J'espère qu'on arrivera à la maîtriser pour avoir une énergie très abondante. Je vous remercie de votre attention et au revoir.